Rapporteur, mes chers collègues, j'ai reçu de M. Christian Jacob et des membres du groupe Les Républicains une motion de rejet préalable déposée en application de l'article 91, alinéa 5 du règlement. La parole est à M. Guillaume Larrivé. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, Messieurs les rapporteurs, pardon, mes chers collègues. Bienvenue dans le nouveau monde macroniste. C'est ainsi que pourrait être sous-titré le projet de loi qui nous est aujourd'hui soumis par les commissaires du Président de la République. Ce texte présente en effet les deux caractéristiques qui sont consubstantielles au système macroniste. Un certain lyrisme, boursouflé souvent, mais plus encore un cynisme débridé. Le chapitre du lyrisme a été abondamment garni par le discours que le chef de l'État a prononcé, voici quelques mois, en septembre, à Athènes, du haut de la colline de la Pnyx. Faisant le don de sa personne à l'Europe tout entière, enjambant les siècles et les frontières, notre nouveau Périclès avait annoncé que les prochaines élections au Parlement européen verraient, dès juin 2019, selon sa volonté, des listes transnationales. Je cite sa proclamation. « Je veux défendre pour les prochaines élections européennes des listes transnationales. Nos amis britanniques décident de nous quitter. N'essayons pas de nous réattribuer nation par nation les quelques places qu'ils libèrent au Parlement européen. Virgule, non, point d'exclamation. Considérons qu'enfin, nous pouvons avoir un débat européen, des listes européennes, une vraie démocratie européenne qui vivra à travers les pays. » Fin de citation. Je m'étonne des tumultes sur les bancs d'En Marche, puisque je cite la parole présidentielle, votre référence absolue. Alors, même si Jacobson a théorisé la fonction performative du langage, cela ne marche pas à tous les coups, car de la proclamation macroniste, il ne reste à peu près rien. Quelques mois après, elle n'a pas eu d'impact dans le monde réel. Certes, le présent projet de loi fait semblant d'y croire encore. Il garde une petite trace du vœu présidentiel, puisqu'à son article 7, il prétend être, je cite le texte de loi, ou devrais-je dire le tract dont nous sommes saisis, sans préjudice de l'application des dispositions prises par les autorités compétentes de l'Union, organisant, le cas échéant, l'élection de représentants au Parlement européen sur des listes transnationales au sein d'une circonscription européenne. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est joliment rédigé, cela fait sans doute plaisir à l'Élysée, mais cela ne veut strictement rien dire. Au plan juridique, et d'ailleurs je crois que vous l'avez reconnu tout à l'heure, Madame la Ministre, à cette tribune, cela n'a absolument aucun sens. L'Assemblée générale du Conseil d'État ne s'y est pas trompée, qui a fait litière de cette mauvaise rédaction en proposant de la disjoindre au motif qu'elle était dépourvue de caractère normatif, ce qui est une manière polie, on le sait, de dire que ce n'était ni fait ni à faire. Sans doute le nouveau pouvoir élyséen se pense-t-il d'ailleurs au-dessus du droit, puisque le gouvernement a cru pouvoir maintenir cet article. Nous présenterons plusieurs amendements pour supprimer cette disposition, et il va de soi que si elles étaient adoptées, nous les soumettrions à la censure du Conseil constitutionnel. Juridiquement nulle, la mention d'hypothétique liste transnationale nous semble surtout politiquement inopportune. Nous ne croyons pas que les intérêts de la France seraient mieux défendus en Europe par des députés élus sur des listes allant de Stockholm à Porto et de Dublin à Nicosie. Nous ne pensons pas vivre dans un monde post-national. Nous croyons à l'avenir des nations en Europe. Et la nation, d'ailleurs, n'est pas un gros mot. Nous constatons, heureusement, que c'est aussi l'avis des nations d'Europe, au risque de contrarier les désirs élyséens. Car sur ce point, comme sur quasiment tous les autres, le discours d'Athènes n'a produit aucun écho en Europe. Le président de la République n'a pas su entraîner l'adhésion de ses pairs. Pour que des listes transnationales soient créées, il faudrait en effet une révision de l'acte électoral européen de 1976, ce qui requiert l'unanimité des États membres au sein du Conseil, l'avis conforme du Parlement européen et la ratification des parlements nationaux.
Emmanuel Macron a d'ores et déjà échoué à retenir chacune de ces 3 conditions. Plusieurs États membres, et notamment les 4 États membres du groupe de Visegrad, la Pologne, la Hongrie, la République tchèque et la Slovaquie, ont déjà fait connaître leur opposition. Et le Parlement européen, mercredi dernier, le 7 février, à une forte majorité, 368 voix contre 274, a également désapprouvé ce projet. Ce n'est quand même pas un succès brillant pour la démocratie ou la diplomatie, plus exactement, macroniste. Les velléités d'élections transnationales de M. Macron sont mornées, la bautruche s'est vite dégonflée. Mais si le lyrisme macroniste se heurte d'ores et déjà au principe de réalité, il reste encore, hélas, une large place pour le cynisme. Le président de la République lui-même nous en a avertis lors de la dissertation qu'il a prononcée en majesté dès les premiers mois de son règne, en juillet, devant le Congrès réuni au château de Versailles. Je cite le discours du trône. « En chacun de nous, disait le président Macron, il y a un cynique qui sommeille. Et c'est en chacun de nous, poursuit Emmanuel Macron, qu'il faut le faire taire jour après jour. Cela se verra, alors nous serons crus, alors nous rendrons le service que le peuple français attend de nous avec humilité, disait le président de la République. Alors depuis, il semble que toute humilité présidentielle ait disparu, mais le cynique qui sommeillait en Emmanuel s'est bel et bien réveillé chez M. Macron, qui ne voit en effet le cynisme qu'il y a à prétendre incarner le nouveau monde tout en reproduisant très exactement les pires travers de l'ancien. Car c'est bien de cela qu'il s'agit. À quelques mois de l'élection des représentants français au Parlement européen, le pouvoir élyséen nous demande en réalité de modifier les règles du jeu. Autrement dit, la première élection générale qui se tiendra après l'avènement du pouvoir macroniste devra se faire selon des règles nouvelles, définies par le nouveau pouvoir, pour plaire au nouveau pouvoir et, espère-t-il, pour servir le nouveau pouvoir. Et ce n'est qu'un début, puisque l'on nous annonce aussi pour demain, et c'est plus grave, un chamboulement des règles d'élection de l'Assemblée nationale. Alors, nous ne nous tairons pas. Tant que nous aurons encore la liberté de nous exprimer au sein de l'hémicycle, nous dénoncerons ce qui se trame. Car au prétexte vertueux d'une transformation démocratique, un pouvoir personnel dessine, mois après mois, une prédation antidémocratique. Cette régression, c'est l'État Macron. Ce projet de loi en est la marque. Il exprime la volonté du prince, mais il n'est guidé par aucun motif d'intérêt général. Nous allons le démontrer aisément. Car quels sont les arguments censés justifier le changement de mode de scrutin? J'en ai entendu 3. Aucun n'est convaincant. Premier argument, on nous dit que le taux d'abstention aux élections européennes est très élevé. C'est un fait. Et il est tout aussi exact de constater que ce taux d'abstention s'est globalement aggravé dans les 20 dernières années. Les Français ont plus participé aux premières élections européennes, de la fin des années 70 au milieu des années 90, qu'ils ne l'ont fait ensuite. Mais croit-on sérieusement que le mode de scrutin serait la première cause de cette désaffection? À l'évidence, non. Et il n'est pas question de se demander de manière politicienne, comme vous le faites, mon cher collègue, quel était le président. Ce n'est pas ça la question. La question, c'est la panne stratégique de l'Union européenne. C'est son enlisement bureaucratique, c'est son déclassement économique qui explique beaucoup plus sûrement la méfiance des citoyens français, méfiance devenue hélas légitime, que tel ou tel mode de scrutin. Le deuxième argument avancé au soutien du projet de loi est tout aussi faible. On prétend que dans la plupart des pays européens, le choix a été fait d'organiser le scrutin dans une circonscription nationale unique. C'est à la fois exact, factuellement, mais parfaitement inopérant politiquement. La vérité est que la plupart des pays européens n'ont pas une taille géographique et un volume démographique suffisant pour que le système proportionnel puisse s'appliquer ailleurs que dans une circonscription nationale unique. Le Luxembourg, Malte ou la Croatie n'ont tout simplement pas le choix.
La vérité est que lorsqu'ils le peuvent, les pays d'une certaine taille ont choisi un mode de scrutin régionalisé. C'est le cas de l'Italie, 5 circonscriptions, Monsieur Mélenchon, de la Pologne, 13 circonscriptions, mais aussi de la Belgique, 4 circonscriptions, de l'Irlande, 4 circonscriptions, et de l'Allemagne, qui pratique un système mixte dans lequel les listes peuvent être constituées soit à l'échelon fédéral, soit à celui des Länder. Seule l'Espagne, en réalité, fait exception pour des raisons que chacun a à l'esprit. De cette observation factuelle, je ne tire pas de conclusion définitive, car chaque pays est libre de son mode de scrutin, pour autant qu'il permette une expression pluraliste. Mais que l'on ne vienne pas nous dire qu'un mode de scrutin régionalisé serait une bizarrerie française, car cet argument est faux. Le troisième argument avancé par les partisans du projet de loi consiste à soutenir que les 8 circonscriptions actuelles n'ont guère de sens, car elles seraient trop grandes et donc peu susceptibles de créer, entre l'électeur et l'élu, un lien de proximité. C'est un argument qui peut être entendu, mais qui est tout à fait réversible dans les conséquences que nous pouvons raisonnablement en tirer. Parce qu'au fond, vous nous dites, messieurs les rapporteurs, les 8 méga-circonscriptions régionales sont trop grandes, donc créons une circonscription unique encore plus grande. Autrement dit, il y a trop de distance, il faut encore plus de distance. On croirait, voir Gribouille se jetant dans le ruisseau pour éviter d'être mouillé par la pluie. C'est une logique paradoxale. La nôtre consiste à penser que lorsqu'il y a trop de distance, mieux vaut tenter de la réduire plutôt que de l'allonger. C'est pourquoi nous plaidons non pour la circonscription unique, mais bien pour des circonscriptions correspondant aux régions actuelles. Alors, cette carte des régions n'est sans doute pas optimale. Nous en avons débattu ici lors de leur création par une loi de 2014. Mais quelques années après, nous constatons que ces régions existent et qu'elles commencent à s'inscrire dans le paysage institutionnel. Ce sont elles, notamment, qui mettent en œuvre concrètement dans nos territoires les politiques européennes d'aménagement et qui gèrent les crédits européens, en particulier pour le développement rural et agricole. Il serait assez logique que les députés de la France au Parlement européen soient choisis dans ce cadre régional assez large pour faciliter le pluralisme, mais suffisamment territorialisé pour permettre un minimum d'ancrage et de proximité. C'est pourquoi nous présenterons un amendement dessinant 13 circonscriptions, Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, Bretagne, Centre, Val-de-Loire, Grand Est, Hauts-de-France, Île-de-France et Français établis hors de France, Normandie, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, Pays de la Loire, Provence, Alpes-Côte d'Azur et Corse, Outre-mer. Ce faisant, il ne s'agit certes pas de contribuer à bâtir je ne sais quelle Europe des régions, car nous tenons à l'Europe des États-nations. Et nous nous engagerons bien sûr pour qu'un grand débat national permette d'éclairer les choix des citoyens sur l'avenir de la France en Europe. Loin de le redouter, nous attendons ce débat. Nous avons l'intention, nous les Républicains, de nous investir à fond dans ce grand débat national qui permettra en réalité de désigner 3 lignes. La ligne des europhobes sur les bancs extrémistes, ceux de M. Mélenchon comme ceux de Mme Le Pen, la ligne des eurobéats macronistes et une ligne euro-réaliste que les Républicains sauront défendre dans les mois qui viennent. Mais la territorialisation du scrutin nous semble indispensable pour que les députés français au Parlement européen soient autant que possible ancrés dans la France des réalités locales. Et c'est là, c'est vrai, une grande différence entre le parti macroniste et le premier mouvement d'opposition et de proposition que sont les Républicains. Nous pensons que la politique n'est pas le monopole d'état-major parisien, mais qu'elle est une réalité vécue par des citoyens incarnés, vivant au cœur des territoires de France. Nous pensons que les élections ne consistent pas à valider une liste de délégués nommés pour obéir aux ordres du président de la République, mais à choisir librement des Françaises et des Français engagés. Nous pensons que la démocratie française n'est pas la propriété d'un pouvoir personnel, passager, mais le bien commun permanent de tous les Français. Alors, nous
combattrons aujourd'hui et ce soir ce projet de loi de convenance électorale, comme nous combattrons demain les tentatives d'affaiblissement et d'abaissement de l'Assemblée nationale. Nous mènerons ce combat, car il est juste. Demain ou après-demain, nous gagnerons, car la République française sera plus forte que l'État Macron. Merci, monsieur le député. Madame la ministre, si vous souhaitez répondre à l'orateur. Monsieur le rapporteur. Très bien.